Donc alors on va passer 1h30 ensemble autour du thème qui est comment on s'organise dans un monde atomisé. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux parce que c'est vrai que comme ça, le titre peut paraître un petit peu énigmatique. On va en parler de ça avec nos invités. Nos invités, donc, en partant du bout de la table, donc, il va y avoir donc, Jean-François Béraud qui est de Sud Amazon et qui va nous expliquer comment ils ont réussi chez Amazon à créer un réseau international de salariés en lutte contre le géant d'Amazon. On a juste à côté Rachel Keke et Sylvie Kimissa qui sont femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles à Paris dans le 17e arrondissement et qui ont organisé une grève alors qu'elles étaient sous-traitantes de l'hôtel Ibis, pas salariées directement de l'hôtel Ibis. On a ensuite Jérôme Pimaud qui est le fondateur du CLAP. Le CLAP, c'est le collectif des livreurs autonomes de Paris. Et donc, c'est un collectif de livreurs, de coursiers à vélo ou à 2 roues, de Deliveroo, d'Uber, enfin ceux que vous voyez traverser les villes pour aller livrer des repas à domicile et qu'on a particulièrement beaucoup vu ces derniers mois parce que, à croire que la livraison de sushis et de burgers était une activité essentielle parce qu'elle a continué pendant le confinement et Deliveroo fait partie de ces entreprises comme Amazon d'ailleurs qui ont été des profiteurs de crise parce que leurs bénéfices ont explosé depuis le début de la pandémie. Et ensuite, donc, on devait avoir avec nous Tito Alvarez. Ah, c'est le son d'à côté qu'on entend, ouais. On devait avoir avec nous Tito Alvarez et Nuria Soto, qui sont espagnols. Malheureusement, Tito Alvarez, il est malade, il est à l'hôpital, donc il ne sera pas avec nous. Et Nuria, donc, on va la voir en visio. Bonjour Nuria, hola Nuria, buenos días, muchas gracias. Et qui, en fait, Tito est un taxi, qui fait partie de l'association Elite Taxi. Et moi, quand j'ai rencontré Tito, il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'était avant les élections européennes, j'étais ébahie parce qu'il a réussi à monter une mobilisation de taxis à Barcelone et à Madrid, mais il est dans une vision complètement pas catégorielle en fait. Sa lutte pour les taxis, c'est une lutte contre l'ubérisation, c'est une lutte contre les plateformes Uber qui font directement concurrence aux taxis, mais c'est aussi une lutte contre ces plateformes qui prennent la main sur les services publics, qui font qu'il y a des quartiers entiers où à cause d'Airbnb, il n'y a plus de logements, où le prix des logements explose parce qu'il y a trop de logements qui sont là dans le cadre de Airbnb juste pour les touristes et que les habitants sont chassés. Et donc Tito, il est à l'initiative aussi d'un réseau international de travailleurs contre l'ubérisation auquel participe Nuria. Et Nuria, donc elle nous en parlera, c'est la fondatrice d'un collectif qui est un peu l'équivalent du CLAP en Espagne, qui s'appelle Riders por Derecho, un collectif donc de coursiers à 2 roues, qui à la fois est un collectif revendicatif qui se bat contre les plateformes numériques, et ils ont mis en place aussi une alternative, une coopérative alternative au système des plateformes, qui permet de proposer de faire ce métier-là, mais en dehors des conditions imposées par les plateformes. On est en train de régler Hola. Ah, ok. Ok. No, todavía tenemos problemas técnicos. Nuria? Non. Ah, c'est bon, ok, d'accord. Bon, juste dis-lui que du coup il intervient après. Ok. Donc alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils et elles ont en commun à être invités à cette conférence sur comment on s'organise dans un monde atomisé? Eh bien, ce que ces personnes ont en commun, c'est qu'elles ont réussi à construire une organisation collective, à construire un rapport de force dans le cadre du travail, alors même que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles aient accès aux leviers traditionnels d'organisation qui étaient ceux du mouvement ouvrier jusqu'au siècle dernier et qui étaient ceux en fait de la norme. Alors au départ, le salariat, il s'est construit toujours avec la construction, le fait que les salariés acquéraient des droits, ont acquis des droits
en contrepartie du lien de subordination. Vous avez un patron qui vous demande d'être là à son service 8 heures par jour. Je la fais courte, parce qu'évidemment, l'histoire du salariat aussi, c'est aussi la conquête des droits et l'histoire de la réduction du nombre d'heures travaillées par semaine. Mais vous avez un patron qui vous impose d'être là à son service tant d'heures par jour, tant d'heures par semaine. Et bien la contrepartie, ce qui fait que vous n'êtes pas un esclave mais un salarié, c'est que vous avez en contrepartie des droits. Vous avez des temps de pause imposés, vous avez un salaire minimum imposé, vous avez accès à une protection sociale. Et toute l'histoire du salariat est basée là-dessus. Petit à petit, les salariés ont acquis des droits. Petit à petit, le fait d'avoir droit à un contrat de travail de droit commun qui s'appelait CDI, qui s'appelle toujours CDI en France, le contrat de travail de droit commun, et qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des droits du salarié, des droits du travail, la protection sociale, et au-delà de ça, d'avoir un crédit, de pouvoir vous projeter dans la vie, enfin bref, d'avoir la possibilité de construire votre vie. Le fait que ces droits ils ont été acquis, c'est en construisant un rapport de force. En construisant ce rapport de force avec, je vais vous prendre le modèle traditionnel de l'usine. Vous êtes à l'usine avec vos 100 collègues, vous êtes salarié, donc vous avez le droit de vous organiser, droit de vous syndiquer, droit de vous mettre en grève. Vous vous organisez avec vos collègues qui sont sur place. Vous faites un rapport de force contre le patron et comme ça vous permet d'acquérir de nouveaux droits. Eh bien, figurez-vous que le capitalisme, ça l'embêtait un peu, que comme ça, dans cette logique de rapport de force qui se construisait, qui continuait, les salariés pouvaient obtenir des nouveaux droits. Donc il a fallu que le capitalisme invente des stratégies de contournement. Et c'est là qu'est apparue la précarité, les contrats précaires et tous les contrats en fait qui sont dérogatoires au droit commun. Alors il y a eu l'intérim, il y a eu le CDD qui normalement devait être des exceptions. Il y a eu les stages. Moi, j'ai beaucoup participé il y a il y a 15 ans à la création du collectif Génération Précaire, en fait, où on était comme c'est le cas maintenant, des jeunes diplômés qui sont en recherche d'un emploi, mais qui se retrouvent face à des entreprises qui ont la possibilité d'avoir des jeunes qui sont officiellement étudiants, mais qui en fait sont complètement capables, encore plus motivés parce qu'ils espèrent une vraie embauche, mais sans leur donner de contrat de travail, en les payant un tiers du SMIC, voire moins, sans aucun droit. Et tout ça, c'est des statuts dérogatoires qui permettent au capitalisme de s'exonérer de ses obligations en matière légale et en matière fiscale. Et surtout, c'est quelque chose qui fait que vous êtes dans un statut où vous êtes dans l'incapacité d'accéder aux leviers traditionnels, de faire grève. Des fois, quand vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas travailleur, donc vous n'avez pas le droit de grève. Vous êtes éparpillé, vous êtes en CDD, vous êtes en contrat court, vous n'avez plus cette base collective stable qui était justement le modèle de l'usine qui vous permet de vous organiser. Et donc, c'est plus compliqué de construire un rapport de force. Et quand on parle de monde atomisé, en fait, c'est ça. Le monde atomisé, qu'on l'appelle monde ubérisé, qu'on l'appelle monde de la sous-traitance, qu'on l'appelle le monde précarisé d'Amazon, c'est ça, c'est comment on morcelle les statuts, on morcelle les individus, les salariés, pour faire en sorte que ce soit compliqué pour eux de mettre en place un rapport de force. Et moi, ce que je constate au Parlement européen depuis un an que j'y suis, c'est le fait que toutes les grosses multinationales qui sont en fait, qui profitent d'un système, qui font de l'Union européenne un terrain de jeu qui leur permet de partout aller là où elles payent le moins d'impôts, aller là où les contrats de travail, là où il y a le moins de droits du travail, là où les salaires sont le moins chers, comment éviter d'appliquer la protection sociale. Les multinationales, elles ont une stratégie globale, cohérente, européenne, et à côté de ça, elles font en sorte que leurs travailleurs y soient le plus morcelés possible. McDo repose sur un système de franchise qui fait que tous les restaurants McDo, chacun est considéré comme indépendant, ce qui fait que quand vous avez des droits à un endroit, ils ne sont pas diffusés dans le reste des McDo, et que, il n'y a pas les seuils limites, il n'y a pas le nombre de salariés nécessaires pour avoir un comité d'entreprise, et puis tout ce qui est représentation du personnel. On va en parler là aussi, mais c'est Uber, Deliveroo, c'est pareil. Donc Jérôme nous en parlera. Deliveroo, Uber ont inventé un modèle où soi-disant leurs travailleurs sont des indépendants, alors qu'ils sont soumis, complètement dominés, exploités par les plateformes numériques. Eh bien, comme ça leur permet de toujours plus maximiser leurs bénéfices et empêcher, a priori, parce qu'ils avaient oublié que Jérôme Pimaud allait arriver, mais empêcher toute forme d'organisation collective.
Amazon, pareil, donc Jean-François va nous en parler, je ne vais pas faire plus long, mais juste pour terminer sur cette introduction, en fait, vous dire que nous, notre rôle aussi au Parlement européen, c'est bien sûr de transmettre la voix de celles et ceux qui sont concernés par l'exploitation et l'oppression de ces multinationales et faire en sorte que sur le travail parlementaire, les choses avancent dans leur sens. Mais c'est aussi aider à faire en sorte de lutter contre ce morcellement, cette atomisation, en aidant à un réseau international de travailleurs, en aidant à construire, à faire en sorte que ce rapport de force, il se construise, le rapport de force des salariés, se construise à l'échelle européenne. Parce que c'est comme ça qu'on les embête. C'est comme ça qu'on leur met une épine dans le pied. En décembre dernier, au Parlement européen, on a organisé, donc Nouria était présente, le forum transnational des alternatives à l'ubérisation. On a fait venir 80 coursiers à vélo et travailleurs ubérisés de toute l'Europe et même des États-Unis qui se sont rencontrés au Parlement européen. Je vous dis que là, ça leur a mis la pression à la Commission européenne, plus que quand c'est Leïla qui va leur raconter ce qui se passe, là, de voir ces travailleurs dans l'enceinte du Parlement européen. Et puis aussi, voilà, de montrer que malgré toutes leurs tentatives de diviser, de faire des statuts indépendants, et ben non, il y a un rapport de force qui se construit, ça met vraiment la pression. Donc la question qu'on va se poser, c'est, au-delà du constat sur tout ça, c'est comment on met en place des stratégies d'organisation collective, comment on construit dans ces conditions-là le rapport de force, comment peser dans le cadre de cette atomisation, et on va le faire avant tout avec donc l'expérience de celles et ceux qui l'ont fait. Donc je vais commencer par passer la parole à Jean-François Béraud, donc de Sud Amazon. Moi, Amazon, en fait, j'y travaille pas depuis des années et des années. J'ai commencé à m'intéresser, en fait, c'était pendant le confinement. Laurent Degouzet, qui est ici, de Sud Commerce, et avec qui on se connaît, lui, depuis des années, me passe un coup de fil pendant le confinement en me disant tiens, attends, tu veux pas venir soutenir là les travailleurs d'Amazon, il y a un procès où d'ailleurs Alma des Amis de la Terre est là-bas et je vous invite, il y a une conférence juste après juste sur le thème spécifique d'Amazon, mais donc les travailleurs, les salariés, les syndicats d'Amazon avec les Amis de la Terre ont porté plainte contre Amazon parce que la sécurité sanitaire n'était pas mise en place, parce qu'ils se disaient comment ça se fait qu'on nous dit qu'il n'y a que les travailleurs essentiels qui sont censés continuer leur activité, et nous on passe notre temps à livrer des sextoys. C'est pas pour dire que les sextoys c'est pas important, mais est-ce que c'est essentiel? Je crois pas. Des perruques, du vernis à ongles toute la journée, alors qu'en plus on n'a même pas de masque, on n'a même pas de gel hydroalcoolique, et donc suite à ça on a interpellé le patron. Nous à chaque fois on essaie de savoir au Parlement européen comment on peut être utile pour la lutte à notre niveau. On interpelle le patron d'Amazon Europe, on organise des auditions internationales de travailleurs d'Amazon pour voir si ce qu'on constatait en France c'était un peu la même chose, puis par là même mettre la pression à Amazon Europe. Et là donc je rencontre Jean-François Béraud qui est impliqué dans un réseau international des travailleurs d'Amazon. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment il s'est constitué, sachant qu'on sait que chez Amazon, vous savez, il y a un article, il y a l'annexe 17 du règlement intérieur qui indique que vous avez interdiction de communiquer à l'extérieur sur ce qui se passe dans Amazon, ce qui est complètement contraire au Code du travail français. Mais Amazon fait en sorte, même au niveau des conditions de travail, et là-dessus je vous renvoie aussi à l'atelier qu'on a juste après, où Pierrick, qui est travailleur d'Amazon, nous en parlera aussi. Mais tout est fait pour que les salariés se parlent pas, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'organisation collective. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment même vous avez réussi à mettre ça en place, et en plus à une échelle internationale, quoi? D'abord bonjour, et merci pour l'accueil. Alors comment on se met enfin déjà, je vais juste dire comment on en vient à travailler chez Amazon, puisque c'est pas quand même un rêve d'enfant, je veux dire. Amazon s'installe dans des bassins d'emploi comme un peu sinistrés. Alors Orléans c'est un peu différent, c'est à proximité de Paris. Du coup, on prend une période de chômage et puis à un moment, il faut payer les factures. Donc, on vient faire de l'intérim et tout le monde commence à Amazon en intérim. Donc, on est relativement précaire et ils nous font courir à coup de pression, d'objectifs, Enfin voilà, après quand on tombe dans une bonne équipe, comme c'était mon cas au début, on finit par accepter l'embauche parce que il y a un moment, c'est
un moment, c'est quand même économiquement intéressant d'avoir un CDI. Voilà. Donc maintenant, comment on s'organise? Alors en France, on a cette chance de pouvoir se syndiquer assez facilement. D'ailleurs, on voit sur les nouveaux sites qui sont en train d'implanter, même la direction Amazon recherche, entre guillemets, le partenariat des syndicats pour, entre autres, valider leurs négociations, parce que c'est imposé dans le Code du travail. Et par contre, quand il y a des organisations un peu virulentes, ils vont avoir tendance à mettre la pression sur les gens pour qu'ils rejoignent plutôt une que l'autre, ou limiter l'accès. À un moment, ça a été la CGT, ça a été FO sur certains sites. Voilà. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'en tant qu'individu, à un moment, j'ai eu des problèmes de santé. Si je voulais me protéger, si je voulais qu'on respecte mes restrictions médicales, j'ai pas eu le choix. C'était syndicat ou rentrer à la maison et aller et perdre mon travail. Voilà. Donc au niveau syndical, au niveau national, en fait, on se rend compte que on nous impose des mesures qui viennent de Seattle, qui viennent de Luxembourg et qui seront appliquées partout. Alors justement, comme disait Léla pour McDo, ils utilisent un peu la méthode des franchises, sauf que nos entrepôts ne sont pas indépendants les uns des autres. Du coup, les mesures qui sont mises en place, elles ne sont pas forcément appliquées de la même manière d'un site à l'autre, et ça s'est vérifié pendant la crise du Covid, j'essaierai d'y revenir. Moi, après, du coup, on négocie avec des gens, en fait, au niveau national, qui n'ont pas vraiment la main sur ce qu'ils nous imposent. C'est des négociations qu'il faudrait au niveau européen. Et c'est pour ça que qu'on a fini par faire les auditions avec Léla et la France Insoumise au Parlement européen. Alors, comment ça s'est goupillé? Nous, à Solidaire, on a pas mal de relations internationales avec différents syndicats, différentes luttes. Et il y a 4 ou 5 ans, même avant, on a été contacté par des copains polonais, des camarades allemands, qui, eux, à Leipzig et Poznan, étaient assez proches, puisqu'ils sont à 2 heures de route. Et juste parce que c'est la Pologne, les gens sont payés 3-4 fois moins cher, en fait, pour travailler plus, avec des conditions encore plus difficiles. Enfin, voilà. Et ces gens-là nous ont contactés, donc on les a rejoints. Et depuis tout ce temps-là, on a pris des relations avec des camarades espagnols, des camarades italiens. On a un peu de mal à faire rejoindre les Anglais, parce que c'est un peu plus compliqué, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, on a échangé sur nos situations respectives, nos salaires, nos temps de travail, les temps de pause, et les mesures qu'on nous met en place régulièrement pour le travail de nuit, le travail du dimanche. Voilà. Il faut savoir que quand Amazon ouvre un site en Europe, c'est à peu près 1000 salariés. Quand il ouvre en Pologne, c'est 3000, voire 4000. Enfin bon. En gros, la Pologne, c'est des sous-traitants pour l'Allemagne, en fait. Si, il livre en Pologne, mais le client polonais, il n'y a pas encore si longtemps, il commandait sur un site qui est la traduction du site allemand avec les prix allemands, en fait. En gros, ils n'ont pas considéré que le consommateur polonais était un consommateur ouais. Voilà. Du coup, pendant la crise, on s'est rendu compte qu'on nous imposait de partout toutes les mêmes mesures. Une petite prime de 2 euros, une petite prime, c'était 2 euros de l'heure, c'est
pas forcément négligeable, mais par rapport à ce que Macron proposait aux entrepreneurs de donner aux salariés, 1000 euros ou 1500 euros, nous, ça se réduit à 300 euros brut. Voilà. Donc, mais alors ça, c'est pour toute l'Europe. En Italie, ils ont eu un truc équivalent. En Allemagne, c'était 2 euros. En Pologne, c'était 8 zlotys, ce qui doit faire 1 euro à peine, quoi. Enfin 80 centimes. Nous, on a mis le droit d'alerte au mois de mars. Au mois de mars, il y avait comme mesure, c'était la seule mesure qu'il y avait, c'était essayer de maintenir les distances et ne vous dites pas bonjour. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme mesure. Pas de masque, pas de gel. Les bus des transports en commun bondés parce qu'ils desservent toute la zone industrielle. À Lille, c'était des problèmes similaires. Enfin, voilà. Du coup, donc avec les contacts à l'étranger qu'on avait, on s'est rendu compte que, par exemple, en Slovaquie, eux, ils n'ont pas eu de mesure avant qu'on gagne le procès, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Du coup, en fait, pour avoir un poids, pour pouvoir rentrer dans des vraies négociations avec les directions Amazon, en fait, il faut qu'on arrive à s'organiser au niveau européen. Et pour ça, il faut prendre sur notre temps libre, faire des trajets à Paris, Poznan. Ça a un certain coût. Alors maintenant, on peut le faire avec les bus Macron, et c'est 15 heures de voyage. Comment dire Du coup, là, on avait fait un meeting en Espagne début mars, qu'on a failli annuler justement parce que c'était la crise Covid, et du coup on a failli pas pouvoir revenir parce que le dimanche quand on est reparti, ils étaient en train de tout fermer en Espagne, et c'est là qu'on a vraiment pris conscience du problème, de l'étendue du problème. En Espagne, justement, il commençait à y avoir des cas vraiment graves dans les entrepôts, et la direction cachait les informations aux salariés. Il a fallu des enquêtes de l'inspection du travail pour qu'ils finissent par réduire l'activité. En Italie, ils continuaient plus la crise était grave, plus ils les ont considérés comme un acteur essentiel. Ils se sont considérés comme un acteur essentiel. Nous, quand on a donné les alertes, les camions, ils arrivaient directement de Milan et de Bergame, et des zones les plus touchées en Italie, en fait. On s'est dit, c'est par là que ça va arriver. Et le premier cas qu'on a eu à Saran, c'était quelqu'un qui accueillait les camions, justement, par hasard. Après, il y a eu toutes les informations contradictoires. Le masque sert à rien, tout ça. Nous, une fois qu'on a réussi à faire reconnaître le droit d'alerte et à aller au tribunal, en fait, Amazon a commencé à prendre des mesures, a commencé à communiquer. Ça a été une grosse guerre de communication. Beaucoup de mensonges aussi sur le fait qu'ils allaient réduire l'activité à des produits essentiels, et ce qu'ils n'avaient jamais ni l'intention de faire, ni la capacité de faire, en tout cas que pour la France. S'ils réduisaient l'activité, c'était pour toute l'Europe, et ça, c'était hors de question pour eux. Mais nous, on le savait pertinemment. Tous les jours, on venait vérifier ce qui se passait dans les bacs avant la fermeture. Et à aucun moment, l'activité a réduit. Il a continué d'y avoir des jeux, des maquillages, tous ces produits non essentiels. Pourquoi les gens se demandaient pourquoi ils venaient, voilà. Donc, et puis, du coup, ils ont été condamnés à réduire l'activité. Ne pouvant pas le faire, ils ont décidé de fermer les entrepôts, pas pour nous mettre à l'abri, pour ne pas payer d'amende. Et c'est les copains espagnols
Italiens, Polonais, Allemands qui se sont retrouvés à livrer nos colis parce que nous, on a fait condamner Amazon Logistique France, mais il y avait encore la filière Amazon Transport qui est beaucoup moins organisée parce que c'est des plus petits sites, c'est des sites de 200-400 salariés et ceux-là ont beaucoup plus de mal à s'organiser syndicalement parce que quand on est moins nombreux, on est vite plus ciblé aussi. Donc voilà, nous c'est un peu la chance qu'on a dans les gros entrepôts, on arrive vite à être nombreux et à pouvoir avoir un poids. Dès qu'on débraye, voilà, ça limite les activités. Voilà. Après, on essaye de mettre des actions en lien avec les camarades étrangers. Sauf qu'il faut qu'on suive nos réglementations nationales respectives. En Pologne, pour faire grève, il faut qu'il y ait 50% de l'entreprise qui ait voté un référendum pour la grève. Et l'entreprise, c'est 12 000 salariés sur 3 entrepôts. Donc les collègues font le tour des sites tous les week-ends pour essayer de faire voter tout le monde et ils n'arrivent jamais à avoir le quota. C'est quasiment impossible. En Allemagne, c'est d'autres manières. Et voilà. Enfin, je vais laisser la parole aux collègues, mais du coup, on a quand même justement fait les auditions avec Leïla pour le Parlement européen et ils ont pu interpeller le directeur Europe sur la situation et lui demander des explications. Voilà. Maintenant, c'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait qu'il y ait vraiment un Conseil des travailleurs européens un jour pour qu'on puisse faire valoir des droits de tous les travailleurs européens dans une entreprise internationale. Voilà. Merci Jean-François. C'est vrai que quand on faisait les auditions, c'était très intéressant de voir à quel point ce qui se passait dans un pays, malgré la barrière de la langue, ça a influencé les travailleurs dans d'autres pays, et notamment le jugement qu'il y avait eu en France contre Amazon. Je me rappelle justement des Polonais qui disaient oui, pour nous c'est plus compliqué, les travailleurs polonais nous disaient c'est plus compliqué pour nous de nous organiser, de nous mettre en grève, et puis en plus on gagne encore moins, mais comme quand on voit que les Français, là, ce qu'ils ont réussi à avoir, ça nous motive et ça nous encourage à continuer le combat. C'est ça aussi qui est important dans ces connexions qui sont faites à l'échelle internationale. Comme tu l'as dit, le travail autour des auditions, c'est qu'un premier pas, il n'est pas fini. Et on va continuer à la rentrée au Parlement. On voudrait organiser une confrontation directe entre les salariés d'Amazon et puis le directeur d'Amazon Europe pour le forcer à se positionner. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sylvie et Rachel, donc, qui sont femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles, comme je vous le disais en introduction. Et alors, dans cette partie de la conférence, donc, ce sont des femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles, mais qui ne sont pas salariées de l'hôtel Ibis. Donc, une difficulté pour s'organiser, pour se mettre en grève. On ne va pas se mettre en grève directement enfin, c'est plus compliqué dans l'hôtel si on n'est pas salarié. Est-ce que vous pouvez d'abord nous repartir de cette situation, nous expliquer cette situation des femmes de chambre, les conditions de travail, et puis nous raconter comment donc, vous avez réussi à mettre en place une grosse mobilisation qui a duré plusieurs mois et qui a démarré en juillet 2019, qui a été interrompu avec le Covid parce que les hôtels sont fermés. Je crois que l'hôtel Ibis va réouvrir le 1er septembre. Donc racontez-nous tout ça, peut-être d'abord en partant du point de départ, c'est quoi être femme de chambre dans un hôtel comme cet hôtel Ibis, grande chaîne encore, qui a des hôtels partout. Je laisse alors... Bonjour, merci de nous avoir invités pour écouter en quelque sorte nos souffrances. Mais moi je suis Rachel, ça fait 17 ans que je travaille à l'hôtel Ibis Les Batignolles avec que la sous-traitance, parce que nous avons connu que la sous-traitance. Le groupe Accor emploie la sous-traitance au sein de leur hôtel. Donc nos conditions de travail pendant 17 ans a été c'est très pénible. Donc 3 chambres et demie de l'heure, on n'a pas de prime pour manger, on n'a pas de pause. Quand il fait chaud, quand il y a la canicule, on n'a pas droit à une bouteille d'eau. On travaille de 8h30 jusqu'à 18h. Les heures sup ne sont pas payées.
On a la pression derrière nous, on a des harcèlements derrière. On court toute la journée. Et quand tu arrives à la maison, tu ne peux plus rien faire pour la maison. Donc, on nous demande de faire 17 minutes dans une chambre, sachant bien que les clients qui viennent à l'hôtel ne respectent pas du tout le travail des femmes de chambre. Bon, ce n'est pas tous, mais quand même, la majorité ne connaissent pas la valeur de la femme de chambre. Donc, la femme de chambre, c'est un métier très dur, très dur, physique, difficile, qui abîme le corps des femmes de chambre. Parce que, quand on dit femmes, parce que la majorité, c'est les femmes qui font ce métier-là. Donc, ce boulot, ce métier peut nous donner des maladies, des canacapiens, des tendinites, des pieds même qui sont déboîtés. Et la sous-traitance, c'est-à-dire quand tu es malade, que tu n'arrives plus, ils ne peuvent pas te trouver un travail adapté. C'est-à-dire quand tu fais un accident de travail, que tu vas voir le médecin du travail, qui te diminue le travail, mais la société pense qu'il n'arrive plus c'est-à-dire à profiter sur toi. Parce que quand même, la sous-traitance ne donne pas un temps plein aux femmes de chambre. Donc, le minimum des femmes, c'est-à-dire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et on fait plus de 8 heures de boulot. Vous voyez, et les heures sup ne sont pas payées. Donc, on s'est vraiment mobilisé entre nous, d'abord, parce que quand STN est arrivé, on a connu quand même 4 sous-traitances. On a connu Synestes, on a connu Elior, on a connu Sogepac, et là, nous sommes avec STN. Donc, STN ne voulant pas embaucher, donne 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour aux femmes de chambre. Donc là, ça nous a amené à dire, mais ce n'est pas possible. Nous vivons de l'esclavage, ce n'est pas possible. Quand même, on est dans un pays de droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on s'est mobilisé entre nous, on s'est parlé entre nous et on a cherché un syndicat parce que on disait il faut quand même se syndiquer pour pouvoir aller en grève. Donc, on était d'abord avec la CGT Propriété, mais à la fin, quand on disait nos souffrances à la CGT Propriété, on voyait qu'ils étaient en complicité avec la société. Donc, ils ne nous venaient pas en aide. Et c'est comme ça, on a entendu parler de la CGT HPE. Nous sommes allés vers la CGT HPE. Nous sommes allés leur expliquer ce que nous vivons au sein de l'hôtel Ibis. Et ils nous ont dit, est-ce que si nous voulons aller en grève, nous, on leur a dit oui, qu'on veut bien aller en grève. Donc, ils nous ont demandé de se syndiquer. Et on était 32 personnes, parce que sur l'hôtel, on est quand même femmes de chambre, gouvernante, on est quand même 45 personnes environ. Donc, 32 personnes se sont syndiquées sur le champ. Et c'est comme ça que nous avons commencé la grève le 17 juillet 2019. Bon, c'était notre première grève si longue, parce que ça fait quand même 13e mois qu'on n'a pas encore arrêté. C'est le Covid qui nous a vraiment, c'est-à-dire qui a donné la chance au groupe Accord, parce que quand même on avait une négociation le 19 mars et nous sommes partis en confinement le 16 mars. Donc ils ont sauté sur l'occasion, peut-être qu'ils ont soufflé pour se dire enfin, bon, ils seront encore dans la merde. Donc voilà. Donc ça fait 13e mois que cette lutte, nous sommes toujours en lutte. Nous sommes allés en confinement. Les syndicats ont tout fait pour nous mettre quand même en chômage partiel. Donc nous touchons le chômage partiel. Et les hôtels sont fermés. Donc, nous, l'hôtel Ibis Les Batignolles ouvre le 1er septembre à midi. Donc, les syndicats demandent aussi des soutiens parce que le jour de l'ouverture, on va se mobiliser devant pour quand même rappeler le groupe Accord que la lutte continue. Voilà, parce que quand même, il faut que, pour reprendre le boulot, il faut qu'on ait des meilleures conditions de travail. C'est-à-dire, il faut qu'ils nous disent que on ne veut plus de 17 minutes dans une chambre. On veut que vous preniez vos pauses. On ne veut plus de pression derrière. Donc, voilà. Je vais passer un peu la parole aussi à Sylvie.
Moi, je suis Sylvie Kimissa. Je suis femme de chambre à Ibis des Batignolles. Je travaille depuis, ça fait 7 ans. Et je crois que ma collègue a tout dit. Sauf que moi, je vais peut-être préciser sur comment vraiment on a pu obtenir la mobilisation. C'est très important parce que ce n'était pas facile pour nous. Avec la STN, on a, comme Rachel vient de dire, oui, on a subi, on a vécu plein de sous-traitances. Mais la STN, c'était vraiment la pire cauchemar de notre vie. Parce que dès qu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait tellement de... On était soudés dans l'hôtel. Pour nous, c'est comme une famille. Donc, quand on touchait un salarié, tout le monde se levait aussitôt. Et c'est ça, même la sous-traitance Sogepac, lui, il avait démissionné. Il était parti de lui-même parce qu'il avait dit c'est pas possible que je puisse travailler dans des conditions pareilles. Parce qu'on ne donnait pas l'occasion au patron de marcher sur nous. Mais quand la sous-traitance STN est venue sur le champ, il a compris qu'ici, là, il faut commencer à diviser les salariés. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pour regrouper les salariés, pour aller faire la mobilisation, c'était dur. Et jusqu'à présent, voilà pourquoi on n'a pas pu mobiliser tout le monde, puisqu'il a pu conquérir le reste des autres. En faisant comment il arrive, la STN, quand il est arrivé sur le champ, moi, par exemple, et Rachel, nous sommes bien. Tu es femme de chambre, ça fait depuis quand? Ça fait 10 ans. Mais pourquoi tu es toujours femme de chambre? Tu n'as pas besoin de faire... tu n'as pas besoin d'être gouvernante? Ah oui. Alors, aussitôt, sans des cours, on te met gouvernante. Là, déjà, c'est la division parce que l'autre est restée femme de chambre. Parce que tu n'acceptes pas ce qu'eux, ils te demandent. Donc, du coup, les autres ont eu peur, ils terrorisent les gens. Donc, quand ils arrivent sur le champ, 40 chambres, vous vous rendez compte, une personne, on n'est pas des robots. Faire 40 chambres et on te demande de finir à 14 heures. Parce qu'il y a des chambres en prio. Souvent, il y a des chambres, le client va arriver à midi. Et toi, tu es arrivé sur le site à 8h30. On te donne 40 chambres, qu'il y a un groupe qui va venir, qui vont venir à 12h, tu dois finir les 40 chambres. Donc là, c'est là où on avait dit vraiment c'était plus possible. On n'arrivait pas parce qu'on voyait nos mamans parce qu'il y a des mamans qui travaillent là-bas, qui ont 60 ans, qui ont plus de 50 ans. On les voyait pleurer, arriver sur le champ avant de commencer à travailler. Tu commences déjà à trembler, tu commences à pleurer, tu dis mais je vais finir ça comment? Allez, vas-y, va travailler. C'est comme des moutons, quoi. C'est-à-dire le droit du travail n'était pas là. On a dit donc si nous-mêmes on ne sort pas du silence, parce que le travail, pour moi, je sais que le travail de femme de chambre, c'est difficile. Mais si toi-même qui travailles, tu ne t'expliques pas, tu ne parles pas, personne ne saura que c'est difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le client arrive, tout est beau dans la chambre est nickel, mais après, derrière la propriété, il y a eu des pleurs d'une personne. Il y a eu des souffrances d'une personne. Ça, maintenant, on s'est dit que non, on doit se mobiliser. Et on s'est mobilisé comment? Pas dans le site. On s'appelait les gens au téléphone après le travail. Parce que dans le site, vous ne pouvez pas. Dès que 2-3 personnes, vous vous mettez sur le couloir, il y a déjà les caméras qui vous filment. Allez, ils vont dire que non, au 2e étage, il y a un tel et il y a l'autre qui sont là. Qu'est-ce qu'elles font? Donc, c'était après le boulot au téléphone, on se mobilisait jusqu'à ce qu'on a obtenu un bon syndicat. On n'a jamais eu un syndicat pareil. Parce qu'il y a même des droits que nous-mêmes qui travaillons, on ne savait pas qu'on avait ce droit-là. Donc, on s'est syndiqué. Vraiment, ça, c'est la chance que la France nous donne qu'on a des bons syndicats quand même en France. Donc, c'est là, on nous a expliqué que non, vous pouvez avoir ça. Nous, on a dit, mais bon, ça se passe, ça se fait aussi. Il dit, ben oui, vous pouvez l'avoir. Et c'est là, on s'est syndiqué. Vraiment, aussitôt, toutes les femmes de chambre n'ont pas hésité. Ils se sont syndiqués. On était 32, on est descendu, on était 32, on a fait du bruit en bas. Sauf que le reste, les autres collègues, ils sont remontés. Pourquoi? Parce qu'on est venu, on a voulu casser la grève à cause de la CGT propriété. C'est-à-dire, comme la CGT, on était à la CGT propriété, et nous, on ne savait pas que c'était, ils collaboraient avec le patron. On a fait 10 ans, je crois, avec la CGT propriété. Donc, il était là, il nous malmenait, il disait oui, je vais régler. Au final, il n'y avait rien. Et nous, on s'est mobilisés, on cachette, on a eu la CGT HPE, sans qu'au bureau, ils savent que nous, on s'est déjà syndiqués quelque part. Et là, du coup, ils étaient le coup dur pour eux. Vraiment, c'était de l'eau froide. Le jour qu'on a vu qu'on s'est mobilisé, on a d'abord envoyé une lettre au patron
pour les revendications en place, et les Rachel et une collègue Traoré, ils sont partis voir le directeur parce que c'est ce que la procédure que les syndicats nous avons envoyée. Allez-y d'abord négocier à l'amiable. On est allé, il nous a dit, écoutez, vous pouvez faire l'agrément pendant 3 mois, ça ne dépend que de vous, moi je ne vais rien vous donner. Nous on a dit donc il n'est pas prêt à négocier, on prend l'autre chemin. Et voilà, on s'est mobilisés tous, on a pris l'autre chemin, on a fait la grève. Et là, sauf qu'on est là, ça fait 13 mois. Voilà, on n'est pas prêt à lâcher tant qu'on ne répond pas aux revendications qui sont sur place, parce que quand même, c'est notre droit. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, maintenant, on veut du soutien, parce que le 1er septembre, il y aura l'ouverture de l'hôtel, et on veut du soutien, on veut de l'encouragement pour aller encore en avant, parce qu'on ne peut pas reprendre du travail tant que ça sera toujours les mêmes conditions de travail. On n'a pas réglé la situation, ça sera toujours les mêmes conditions de travail. Donc nous, on a dit, on ne reprendra pas le travail tant que les revendications ne sont pas... on ne nous répond pas par rapport au moins les revendications IP, parce qu'on ne demande rien du tout. On demande le prime de panier qu'un travailleur doit avoir. On demande la baisse de cadence. Respectez au moins les contrats, parce que quand on est venu dans le site, on a signé un contrat. On a signé le contrat de 6 heures, ils ne respectent pas les chambres. Donc, c'est tout ce qu'on demande dans les revendications. Il n'y a pas quelque chose qui est hors la loi. Mais ça aussi, ils ne veulent pas accepter. Mais nous, on n'est pas prêts à baisser les bras. On va aller jusqu'au bout. Merci Rachel et Sylvie. Alors maintenant, on va s'intéresser donc à ceux qu'on appelle les travailleurs et les travailleuses ubérisés, donc qui sont officiellement travailleurs indépendants avec des statuts de micro-entrepreneurs. Là, donc, il s'agit des livreurs, des coursiers à 2 roues qui vous livrent des repas à domicile, qui vont chercher dans un resto et qui vous ramènent chez vous via les applications Deliveroo ou Uber Eats. Et en fait, alors qu'ils sont censés être indépendants, eh ben, pourtant, les plateformes, elles leur imposent les tarifs, elles leur imposent des sanctions et elles les contrôlent. En fait, il y a tout ce qui constitue normalement, qui devrait leur donner droit aux droits des salariés, à la protection sociale, mais ce n'est pas le cas. Vous imaginez bien que quand vous êtes sur votre 2 roues, ben, c'est plus compliqué de s'organiser avec vos collègues que quand vous êtes dans le même endroit. Il y a un des slogans du CLAP d'ailleurs, c'est la rue est notre usine, hein, si je ne me trompe pas. Alors donc Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment s'est créé le collectif des livreurs autonomes de Paris, et puis comment vous avez réussi donc au début comment vous avez fait pour surmonter cette difficulté qui est le fait d'être tout seul sous statut d'indépendant. Comment vous avez fait pour malgré tout monter des actions collectives et mettre la pression aux plateformes numériques? Merci de l'invitation. Bonjour à tous. Les plateformes, oui, se sont construites sur la base d'applications. Vous avez une application dans votre téléphone, vous pouvez commander une voiture, vous pouvez commander à manger, et un livreur vient vous l'amener ou un chauffeur vient vous chercher. Tout ça grâce à ce truc-là. Donc c'est très très vite devenu notre principal outil de travail. On se connecte quand on commence la journée sur l'application. On ne va pas pointer dans une usine ou dans une manufacture. On se connecte sur l'application, on rentre notre mot de passe et puis on a les premières commandes qui arrivent. Donc, notre téléphone étant notre outil de travail, quand il s'est agi de échanger les uns avec les autres, c'est déjà par ça que ça a commencé. Il faut savoir aussi que les livreurs, on est très très mobiles, on ne se croise pas tous toujours aux mêmes endroits, donc ça nous permettait de rester en lien, que ce soit au départ on a commencé par des SMS, ensuite on a été sur Messenger, c'est bien parce qu'on a réutilisé toutes les applications des GAFA, Messenger, WhatsApp et tout un tas d'autres, Telegram est arrivé dans la boucle aussi, donc on s'est aperçu qu'en fin de compte ce truc-là qui a été notre outil de travail nous permettait aussi de construire de la cohésion, de se retrouver, d'échanger, d'avoir des informations. Quelqu'un qui arrive dans le métier, et c'est maintenant devenu pléthorique sur les groupes Facebook, parce qu'on a aussi utilisé Facebook, on a créé des groupes de livreurs, il y a des groupes à Paris, il y a des groupes à Limoges, à Montluçon, à Lyon, à Bordeaux, ils se connectent en fait compte sur un groupe Facebook et puis ils s'échangent des informations. Et donc ça nous permet, nous,
qui avons été un petit peu à l'origine de ces contestations, à l'origine de la révélation, en fin de compte, de ces contestations, de cette exploitation dans ces plateformes-là. Comme on a vu tous ces groupes se créer, ça nous a permis très très tôt d'avoir un petit peu une vision d'ensemble de ce qui se passait. Alors au début, oui, ça a commencé à Paris. Ça a commencé à Paris, on était tous place de la République et on échangeait des fois de vive voix, parce qu'on attendait tous les commandes au même endroit. Vers 19h, les téléphones commençaient à sonner, on se réunissait à République et ensuite on se dispersait. Et comme ensuite on était dispersés, c'est là que l'idée de Facebook et des groupes de discussion sont nés pour continuer à s'échanger des informations. Quand les plateformes, on s'est rendu compte de ce dans quoi on avait mis les pieds, c'est-à-dire du salariat déguisé en fait. Alors salariat déguisé, il faut savoir ce que c'est. On ne sait déjà pas forcément ce que c'est que le salariat quand on a 18-20 ans et qu'on commence à travailler sur son vélo ou sur son scooter. Donc c'est un premier job. C'est un premier job, on le fait, on clique, voilà, on a des commandes, on gagne des sous. En plus, on peut se faire virer de l'argent de semaine en semaine. Donc ça, c'est un job assez facile en fait. Mais très très tôt, on s'est aperçu que tout ce qui est facile a un jour un prix en fait. Il n'y a rien de facile en fait. Plus c'est facile à avoir, plus c'est facile à perdre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le travail salarié, les gens, les patrons ont de plus en plus de mal à le donner parce qu'ils savent que c'est difficile de s'en séparer d'un CDI, d'un salarié. Et c'est tout l'avantage de ces plateformes-là qui évidemment n'embauchent pas de salariés et nous font travailler sur ce statut d'auto-entrepreneur. Et ce statut d'auto-entrepreneur permet aux plateformes de faire tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles veulent, le temps que les travailleurs comprennent la situation, comprennent le piège, le temps qu'ils rencontrent des gens, que ce soit des avocats, des syndicats, le temps qu'ils se réunissent, les plateformes, hop, ont toujours un coup d'avance en fait. Quand j'ai commencé en 2014, les tenues étaient obligatoires. On devait travailler pour une seule plateforme parce que si on était vu avec une autre veste, voilà, si on bossait avec la veste bleue de Deliveroo et si on était vu avec la veste verte de Take It Easy, c'était très très mal vu. Donc il y avait tout un tas de choses qui nous étaient imposées, mais le temps qu'on se rende compte qu'en fin de compte que ces choses-là étaient illégales, on s'en est rendu compte, on l'a dénoncé. Les plateformes, hop, elles nous ont donné la possibilité de ne plus porter les tenues. Elles nous le conseillaient ou elles nous y incitaient. Et puis ensuite, elles nous ont autorisés à aller bosser pour d'autres plateformes. Mais tout en maintenant la pression, une pression incitative pour que les gens restent quand même prisonniers de la plateforme. Il y avait des phénomènes de statistiques. Alors on avait des statistiques, on était notés, enfin il y en a toujours, de façon à avoir une certaine note dans la plateforme, de façon à avoir accès au créneau de travail, au shift en fait, au créneau horaire, en étant privilégié par rapport à d'autres qui avaient une moins bonne note. Donc ça captivait en fait contre les travailleurs. Et toutes ces mesures-là qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Et nous, le collectif, en fait, on s'est créé en 2017 parce qu'on a pris conscience que c'était un phénomène qui devenait structurel. C'était pas juste une plateforme qui s'était créée et qui fonctionnait comme ça. C'était toutes les plateformes de livraison qui exploitaient les gens avec tout un tas de petits artifices comme ça, et surtout en se reposant sur l'absence de droit du travail, parce que, étant des auto-entrepreneurs, on avait pour nous, soi-disant, que le droit du commerce. Et les premiers procès au prud'homme qui ont eu lieu en 2014, dont j'ai été, le débat en 2014-2015, c'était dans la presse, les plateformes faisaient dire, elles disaient pas, hein, les plateformes ne parlent jamais rarement à la presse, elles font dire par des amis, des associations, des fédérations, des choses. Et les plateformes disaient non mais ces gens-là sont auto-entrepreneurs, ils n'ont rien à aller faire au prud'homme en fait, jamais les prud'hommes vont se saisir d'un auto-entrepreneur. Mais on l'a fait quand même. Qui disait que on pensait que c'était impossible, donc on l'a fait. On savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Et puis les prud'hommes ont compris. On finit par comprendre quelques années que oui, en effet, on travaille dans de telles conditions que oui, les premières décisions sont tombées. En cassation en 2018, un premier livreur qui avait attaqué la plateforme Take It Easy, une plateforme belge, a eu gain de cause en cassation. Et là, par contre, les discours ont changé. En fin de compte, la peur a changé de camp. Quand je vous disais qu'en 2015-2014, on faisait des procès au prud'homme, on entamait des procès au prud'homme et que les plateformes faisaient dire que jamais on gagnerait, le jour même
de l'arrêt de la Cour de cassation, sur tous les JT, il y avait les meilleurs amis des plateformes qui disaient « Oui, mais c'est une catastrophe, vous vous rendez compte, si on commence à requalifier donc des auto-entrepreneurs de plateforme, c'est tout le modèle qui va s'effondrer, c'est 200 000, c'est 300 000 personnes qui vont perdre leur travail, ces auto-entrepreneurs, voilà, qui ne trouvent pas d'ailleurs de travail ailleurs. Heureusement que les plateformes sont là. La peur a changé de camp. Et depuis, en fin de compte, depuis 2018, les plateformes sont sur des lignes défensives et les livreurs, et puis aussi les chauffeurs Uber, les VTC, enfin les deux grandes catégories de travailleurs de l'ubérisation, sont en train petit à petit de gagner du terrain à l'échelle française et puis à l'échelle internationale. Il y a des fédérations qui se créent internationales. On s'aperçoit que partout dans le monde, l'ubérisation, le vernis de l'ubérisation est en train de craquer. Là, pas plus tard que ces jours-ci, en Californie, qui est donc le berceau de l'ubérisation. Les plateformes sont nées là-bas. Uber est né en Californie, avec voisine de tous ce qu'on appelle les GAFA. Et donc, en Californie, l'État de Californie a décidé que les plateformes, Uber en tête, et Lyft aussi, le grand concurrent, puis aussi les plateformes de livraison, de repas notamment, devaient salarier leurs travailleurs. Parce que le gouvernement californien s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait une vaste arnaque derrière ça. C'est pas rien que ce soit en Californie que ça se passe, parce qu'on avait eu des décisions en Espagne, Nouria pourra en parler, en France, en Belgique, en Italie, mais le fait que ce soit le berceau même qui soit en train de lâcher le bébé, on va dire, veut dire beaucoup de choses. Et donc tout ce qu'on a fait depuis 2017, c'est créer de la cohésion grâce aux réseaux sociaux, grâce aux messageries, pour s'échanger des informations pour parler un petit peu de l'actualité, jusqu'au mois de juin, où on s'est aperçu que l'ubérisation des livreurs avait franchi un cap supplémentaire dans l'ignominie, en fait, dans le scandale. C'est qu'on s'est aperçu qu'une plateforme parisienne, c'est une plateforme qui est franco-française, voilà, ils œuvrent qu'à Paris, s'appelle Frishti. Un journaliste a découvert que un des livreurs Frishti était sans papier. Donc il a écrit un papier sur la base du témoignage de ce jeune homme, Karim, qui était sans papier chez Frishti. Le lendemain de l'apparition de ce papier dans Libération, Frishti envoyait un message à tous ses livreurs, à peu près entre 400 et 500 livreurs à Paris, comme quoi pour pénétrer dans les locaux de Frishti pour aller chercher les commandes, il allait falloir présenter un titre de séjour en cours de validité. Et là, on s'est retrouvé avec 80% de leurs livreurs qui étaient sur le carreau parce que 80% de leurs livreurs étaient sans papier, issus principalement de l'Afrique subsaharienne. Et donc ils se sont tous, là pour le coup, ils se sont mis sur un groupe WhatsApp. Donc très vite, les messageries instantanées ont repris le pouvoir. Ils se sont mis sur un groupe WhatsApp. Ils ont contacté le journaliste qui avait écrit l'article, qui m'a contacté parce qu'il me connaît depuis longtemps. Jérôme, il y a les livreurs qui sont en train de se mobiliser chez Frishti. J'avais jamais entendu parler de mobilisation chez les livreurs Frishti. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sans papier, parce qu'ils pouvaient bosser un petit peu en loose day, la plateforme laissait faire, en connaissance de cause. Et donc, évidemment, les gens, ils avaient autre chose à faire qu'à se mobiliser pour le prix des courses ou les conditions de travail. Mais là, ce n'était pas le prix des courses ou les conditions de travail, c'était l'accès au travail qui leur était bêtement interdit. Ils se sont fédérés, je suis allé les voir, on s'est rencontrés et on s'est aperçu que, même si dans la presse, Frishti disait que oui, en effet, il y avait en effet des problèmes avec quelques dizaines de livreurs qui étaient sans papier, on s'est aperçu qu'ils étaient 250. 250, soit à peu près 80% des livreurs. Et donc voilà, ils se sont fédérés, on a fait des mouvements de grève. Je vais pas aller jusqu'au bout de l'histoire parce qu'elle est encore en train de s'écrire, mais il faut savoir qu'il y a encore 200 personnes qui sont en lutte et qui, encore ce matin même, j'étais dans le train, ils se coordonnent pour aller, on ne peut pas dire bloquer, parce que c'est interdit par la loi de bloquer le travail, mais ils vont gêner, ils vont inviter les autres livreurs qui, eux, travaillent encore, des fois encore d'ailleurs sans papier, mais ils sont passés sous les radars, ceux-là, ils vont inviter à la grève ceux qui travaillent encore dans les dépôts Frishti. Ils étaient ce matin devant 4 dépôts Frishti qui ont encore fermé. Donc on voit bien que cette mobilisation, même chez des gens, des ultra précaires, des travailleurs sans papier, massifiés, parce que c'est devenu un business model en fait. Frishti, le business model de Frishti, c'est de faire travailler des sans-papiers. Et puis de dire après qu'ils n'étaient pas au courant, ou qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah bah si, il y en avait beaucoup, mais on ne savait pas. C'était pas de notre faute. C'est toujours des artifices de langage.
jusqu'à ce qu'au cours d'une négociation, je finirai là-dessus, le patron de Frishti, parce qu'on a eu accès à des négociations à ce monsieur-là, le grand patron, le fondateur de Frishti, a fini par nous dire, pour essayer de nous impressionner, mais ça ne nous a pas impressionné, qu'il avait été invité par le ministère de l'Intérieur, parce que oui, en effet, il s'agit de régulariser ces gens-là. Et régulariser ces gens-là, ça passe normalement par la préfecture. Régulariser, par exemple, des coiffeuses qui ont été exploitées dans les coiffeuses, dans les salons de coiffure de Paris. Elles travaillaient dans les conditions de salariat. Donc, la préfecture sait régulariser des gens qui travaillent au noir, mais dans des conditions de salariat. Par contre, là, comme c'était des auto-entrepreneurs, il a fallu passer à l'échelle au-dessus, donc le ministère de l'Intérieur. Et le patron de Frishti nous racontait, très fier de lui, qu'il avait été invité par le ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur lui avait rappelé une fois encore combien le gouvernement tenait à la vigueur d'une entreprise comme Frishti parce qu'elle était vectrice d'emploi. Sauf que, quelle forme d'emploi en fait? Parce que c'était que des travailleurs sans papier. Mais ce qu'on savait nous, c'est qu'il n'a pas été invité par le ministère de l'Intérieur. Il a été convoqué par le ministère de l'Intérieur suite à une descente de l'inspection du travail dans leurs locaux. Donc tout ça pour dire que la lutte continue. Encore aujourd'hui, je vous dis ce matin, mardi on sera encore en lutte, demain on va défiler à Paris avec tous les collectifs de sans-papiers qui se réunissent, qui viennent d'un peu partout, pour montrer jusqu'où est capable d'aller, non pas l'ubérisation, mais l'exploitation de l'ubérisation à des échelles, pour le coup, qui nous ramènent de plus en plus vers un mot que j'ai toujours voulu ne pas utiliser, c'est-à-dire l'esclavage, mais plus ça va, plus on se rapproche de ça, parce que des travailleurs sans papier employés massivement, dont on passe la commande de 2 € à 50 centimes en l'espace de 6 mois, ils sont payés 50 centimes pour aller faire une commande. Alors on leur donne 5 € de l'heure, mais là où ils étaient encore payés il y a 1 an 2 € par commande, par adresse, en fait, par client, maintenant ils ne sont plus payés que 50 centimes. Évidemment, quand on emploie des sans-papiers, on sait qu'ils ne vont pas revendiquer. Et même Frishti, quand ils ont décidé de leur couper l'accès, c'était parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que l'affaire avait été révélée dans la presse. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on se mobilise et face à quoi on se mobilise. Parce que, comme je le dis souvent, l'ubérisation, pour l'instant, c'est que le début. C'est que des jobs qui ont l'air sympas, faire du vélo dans Paris, sans casque, mais il y a plein d'entreprises qui sont en train de se créer sur le modèle des plateformes. Et bientôt, on peut imaginer, ça existe déjà, des femmes de chambre, des femmes de ménage qui cliqueront sur une application et qui se verront téléporter, façon de parler, dans tel ou tel endroit. Et voilà, ça sera des auto-entrepreneuses. Et plein de gens sont auto-entrepreneurables. Ça ne se dit pas, c'est très moche. Merci. Merci Jérôme. Avant de passer la parole à Nouria, là, le temps que la connexion se remette, c'est ce que tu disais sur comment le modèle de l'ubérisation se diffuse. C'est déjà le cas dans un certain nombre de domaines. Là, ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, je suis allée soutenir les salariés de Monoprix qui étaient en grève il y a quelques semaines. Donc j'étais devant le Monoprix de Montreuil. Ils ont monté un collectif qui s'appelle Prime pour tous, où ils demandent à pouvoir bénéficier de la prime Covid. Et en fait, figurez-vous que Monoprix réduit ses effectifs parce qu'ils ont découvert quelque chose de très pratique pendant le confinement. C'était de passer par des étudiants via une plateforme qui s'appelle StaffMe, où les étudiants s'inscrivent et peuvent faire de façon ubérisée, donc avec des statuts de micro-entrepreneurs. Ils vont faire la caisse chez Monoprix, en fait, quoi. Donc ce système, on voit que ce système d'ubérisation qui est, encore une fois, on en revient au problème de départ, c'est-à-dire comment on va trouver des dérogations, des stratégies de contournement pour ne pas avoir à appliquer le code du travail, pas avoir à donner la protection sociale. Là, le prétexte, c'est vous êtes indépendant, vous êtes micro-entrepreneur. Ce système, il y a un objectif, qui est l'objectif par ailleurs, l'objectif de Macron, notamment, c'est de faire en sorte que ça remplace le salariat, que ça se diffuse dans toute la société. Et quand tu dis la peur a changé de camp, oui, donc comme tu le disais, donc il y a à chaque fois quand les salariés vont devant les tribunaux pour faire reconnaître qu'en fait ils ne sont pas indépendants mais qu'ils ont toutes les caractéristiques du salarié, du lien de subordination, à chaque fois ils gagnent. Comme tu le disais, en Californie, il y a obligation maintenant pour les plateformes de reconnaître que leurs travailleurs sont des salariés. Et attends, je carte un peu parce que comme j'entends en même temps qu'ils sont en train de réparer le truc. Ce que je voulais juste dire avant de... Ça marche ou...
Oui, ouais, bon, non, mais je parle pas juste pour broder, hein, je précise, hein, mais c'est que moi j'ai rencontré les lobbies, pour vous dire comment la peur a changé de camp, j'ai demandé à rencontrer les lobbies de Uber et de Deliveroo au Parlement européen. Vous savez que les lobbies, c'est pas ça qui manque, mais voilà, des fois, voilà, c'est moi qui demandais à les rencontrer pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête, derrière la tête, quoi. Sachant qu'il y a un enjeu qui est d'obliger à ce que donc les plateformes appliquent à leurs travailleurs les droits des salariés. Et figurez-vous que moi je m'attendais à tomber sur des lobbyistes qui me diraient ben non mais tout va bien, ce sont des indépendants, il n'y a rien à changer. Non, non, non. Ils ont tellement peur en fait qu'arrive en France ce qui s'est passé aux États-Unis qu'ils disent oui, vous avez raison et on ne peut pas rester dans le statu quo, il y a besoin de protection sociale, on va inventer un troisième statut. Et tout l'enjeu, justement, là, sur lequel on travaille au Parlement européen, c'est d'éviter ce troisième statut qui serait une institutionnalisation de la précarité. On inventerait encore un nouveau sous-statut, comme on a inventé à l'époque, donc l'intérim, le CDD. Là, on inventerait encore un nouveau statut de sous-salarié qui aurait ensuite à vocation à se diffuser ailleurs. Et ça, c'est l'objectif des plateformes numériques et des lobbyistes. Et figurez-vous que c'est qui le principal artisan de ça au niveau du Parlement européen ? Eh ben, c'est Emmanuel Macron et les macronistes. Pas les macronistes d'autres pays, hein, du groupe auquel appartient le groupe Renew, auquel appartient Macron, mais les macronistes français. Et le lobbyiste d'Uber, de Deliveroo, quand je le vois là il y a quelques mois, il me dit ah mais vous savez Emmanuel Macron, c'est génial ce qu'il a essayé de faire là avec la loi L'Homme il y a 1 an, où il a essayé d'imposer ça dans la loi, le fait qu'il y ait l'impossibilité pour les travailleurs de faire reconnaître la requalification, enfin que le fait qu'ils soient des salariés. Eh ben, vous savez, nous, on va aller voir le gouvernement Sanchez la semaine prochaine, il me dit, en Espagne, pour les convaincre de ce qu'il faut qu'ils fassent pareil que Macron, qui par ailleurs, ce que Macron avait voulu faire avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc c'est bon, on y a échappé, mais 2 fois, ouais. Mais en tout cas, ils sont à fond là-dessus. Et d'ailleurs, moi, en Espagne, justement, j'aurais voulu avoir l'avis de Nouria là-dessus, parce que pour le coup, en Espagne, vous savez qu'il y a un gouvernement où il y a Podemos, nos partenaires, qui sont d'ailleurs au Parlement européen, et qui sont membres de la coalition de gauche au gouvernement espagnol. Et pour le coup, eux, ils sont en train de légaliser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire ils sont en train de légaliser, là, ces temps-ci, sur imposer aux plateformes de reconnaître le lien de subordination. Est-ce que... on passe la parole à Nouria. Sinon, en fait, je propose que comme il ne reste pas beaucoup de temps, eh ben, qu'on fasse, avant que Nouria reprenne la parole, que s'il y a des interventions dans la salle, s'il y a des remarques, des questions ou des demandes de précision. Ah, quoi? Ah ben voilà, c'est bon. Ok, donc alors là... Claudio va venir pour la traduction. Donc, comme je vous disais, donc Nouria, elle est membre d'un collectif qui s'appelle Riders por Derecho. On va dire c'est le pendant Jérôme Pimo version Espagne. Et là-bas, moi, ce que je trouvais très intéressant, peut-être la différence par rapport à la situation française, c'est que ici, on a les taxis qui se battent d'un côté, les coursiers qui se battent d'un côté. Et en fait, en Espagne, je trouve que c'est assez intéressant la façon dont les travailleurs ubérisés arrivent à se battre tous ensemble. Mais peut-être que... Bonjour Nouria, hola Nouria, c'est bon, tu nous entends? Non, c'est cool. Hola. Ok, on va baisser le son. Donc alors, en fait, d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est né le collectif Riders por Derecho et comment vous avez réussi à organiser des coursiers à 2 roues, sachant qu'on connaît les difficultés de s'organiser pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées depuis 1 heure dans cette conférence. Donc parle-nous de ton expérience avec Riders por Derecho. Hola Nuria, una pregunta, si no puedes por favor después de ese tiempo contar un poco cómo nació el movimiento de Riders en España y cómo justamente tras todas esas distintas dificultades con la persona precariedad, cómo logran un poco a desarrollar un movimiento de, digamos, de contestación en ese sentido. Vale. Bueno, primero de todo, gracias por dejarme la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, Riders por Derechos de... ¿Se me oye bien? Sí, solamente si podemos hacer la... Bueno,
cortita las palabras y para la traducción, por favor. ¿Perdón? Si hacemos la traducción casi simultánea de manera cortita, por favor. Vale. Ok. Bien, Riders por Derechos de Barcelona nace en 2017 Riders né en 2017 à Barcelone y nace a raíz de distintas huelgas y manifestaciones que hicimos para pedir mejoras de condiciones. et c'est le fruit de différentes manifestations et de contestations qui ont poussé justement à la construction de ce mouvement. Sí. Bueno, el resultado fue obvio y básicamente al poco después de las huelgas nos despidieron pues a los fundadores del movimiento sindical de Riders por Derechos en Barcelona. Principalement, ça a été des mouvements de grève et rapidement, la plupart ont été licenciés et suite à ces différents mouvements de grève. Sí. Bien, desde entonces hemos seguido la lucha, tanto los despedidos como los distintos repartidores de distintas plataformas que se han ido uniendo a lo largo de este tiempo hasta el día de hoy. Et bien évidemment, depuis, on a accéléré, on a continué à nous mobiliser. Le mouvement a perduré et c'est justement ce qu'on continue à faire actuellement avec ce mouvement de Rider Derecho. Bien, desde que nos despidieron empezamos todo un recorrido judicial hasta el día de hoy. Depuis qu'on a été licencié, on a également fait une démarche judiciaire qui est encore en cours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aunque al principio las plataformas consiguieron generar cierta confusión, actualmente tenemos 30 sentencias ganadas, 10 de ellas del Tribunal Superior de Justicia. Même si au départ la plateforme, l'intitulé, en tout cas la demande juridique paraissait très compliquée et plutôt favorable aux plateformes qui ont été citées, malgré tout ça, il y a déjà 30 cas dans lesquels nous avons gagné des procès. Entre estas sentencias hay los macrojuicios de la seguridad social que involucran a cientos y cientos de repartidores. Dans ce cadre justement de victoire judiciaire, il y a cet aspect juridique sur la partie de la sécurité sociale, sur les droits notamment de sécurité sociale qui sont entrés en compte et qui ont été gagnés notamment à travers ces victoires judiciaires. Bien, actualmente estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Sin embargo, como habréis visto, bueno, nos hemos reunido hace poco con la ministra de Trabajo de España. Il y a peu, on s'est également réuni avec la ministre du Travail d'Espagne et on est en attente également de certaines décisions du Tribunal suprême d'Espagne. Me gustaría explicar un poco en qué momento estamos en cuanto a esta reunión y el proyecto de ley que se propuso. Et si vous me permettez un peu de rentrer un peu plus dans le détail de cette réunion qui s'est déroulée et donc par la suite je vous expliquerai un peu les situations. Sí, bien, creo que es importante explicar un poco en qué consiste el proyecto de ley, ya que nosotros siempre nos hemos mostrado contrarios a cualquier nueva legislación para este modelo. Il est important de dire et de voir et d'analyser la situation sur un projet de loi pour lequel on a toujours été à l'encontre de celui-ci. Mais néanmoins... Sí. Bien, ahora mismo, como en España hay un gobierno de coalición, está costando tirar adelante este proyecto de ley,
Comme vous le savez, en Espagne, désormais, il y a un gouvernement de coalition qui souhaite justement une loi un peu différente dans ce cadre-là de régulation des travailleurs précarisés. Bien, este proyecto de ley, o al menos la idea que nosotros tenemos de él, es que consista en aclarar, en hacer una modificación que consista en una aclaración en los estatutos del trabajador para que se cumpla la ley actual. L'un des principaux objectifs de cette loi, en tout cas de notre intérêt, de notre désir pour cette loi, c'est que se clarifie la situation justement de du travailleur vis-à-vis de la loi. A clarificación con la parte social, clarificación, no entendí, perdón. Sí, es decir, este proyecto de ley consiste en hacer una aclaración para que se cumpla la ley actual. Oui, c'est ça, c'est pour faire appliquer, pour clarifier le droit du travail commun vis-à-vis de ces travailleurs. Es decir, en ningún momento busca modificar, cambiar la ley o crear una figura legislativa nueva. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il s'agit de modifier ou de réduire les droits des autres travailleurs. Creo que es importante aclarar eso. Lo que pretende este proyecto de ley es que cualquier herramienta tecnológica sea considerada también herramienta. Et un autre aspect très important, c'est que n'importe quel outil numérique soit considéré comme un outil. Ha habido mucho debate de cuál es la herramienta del repartidor, si es la bici, si es el vehículo, y realmente el repartidor puede repartir a pie, puede repartir con cualquier vehículo, pero no puede repartir sin la aplicación, que es la herramienta principal de trabajo a través del cual organizan el trabajo de los repartidores. Il y a eu beaucoup de débats sur quel est l'outil principal, est-ce que c'est la plateforme, est-ce que c'est le véhicule, est-ce que ce sont les outils à l'intérieur du véhicule, mais en tout cas, il a été considéré qu'il est clair que l'outil principal, c'est la plateforme. Parce que sans cette plateforme, il n'y a pas la possibilité d'effectuer le travail derrière. Bien, actualmente estamos en esto, esperando también al Supremo. Y sin embargo, mientras estamos intentando tirar adelante este proyecto de ley, evidentemente las empresas ya se están moviendo en contra de ello o proponiendo otras figuras legales para legalizar el fraude. Et bien évidemment, on est toujours en attente des différents résultats du tribunal suprême. Mais pendant ce temps dans lequel on est en train justement d'essayer d'améliorer les différentes conditions de travail des travailleurs, les entreprises, les plateformes s'organisent et essayent justement de modifier la loi pour que justement elle soit plus favorable à leur système de précarité. Bien, he querido aclarar que no estamos de acuerdo en ninguna figura legal nueva para este modelo porque el argumento principal de estas plataformas es que ellas son muy innovadoras y la ley está muy anticuada para ellas. Il est important de rappeler que ces plateformes, il n'est pas utile de créer un nouveau cadre de travail pour ces plateformes, puisqu'elles s'inscrivent totalement dans la législation du travail. Il s'agit plutôt de mettre en place les normes pour qu'ils respectent ce cadre de loi, ce cadre réglementaire. Bien, sin embargo, pensamos que la ley actual no es incompatible con dicha innovación y distintas cooperativas y proyectos que van surgiendo lo van demostrando. Néanmoins, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, qu'on considère que la loi peut être compatible avec les différentes organisations telles qu'elle a cité tout à l'heure et pour les différentes plateformes. Además, el conflicto que estamos viviendo ahora ya se vivió anteriormente con los repartidores en los años 80 cuando iban con un busca que les enviaban mensajes cortos. Se vivió exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. No es nuevo. Et cette expérience a déjà été vécue également auparavant où il y avait eu d'autres plateformes de livraison pour lesquelles on pense également qu'il était nécessaire dans lequel le cadre de la loi pouvait répondre à ces obligations.
El conflicto que estamos viviendo y la lucha va muy relacionada con el lenguaje neoliberal que utilizan estas empresas para justificar la explotación. Le conflit et la situation auquel on est en train de s'affronter s'affrontent elle aussi à une autre difficulté, c'est le langage du néolibéralisme qui applique de façon très fine et qui s'affronte de façon très fine à notre lutte. Por ejemplo, en Deliveroo, a mí me decían que yo no hacía jornadas laborales, sino que lo que hacía eran misiones, que, por ejemplo, a mí no me despedían, sino que me desconectaban. Par exemple, il y avait des moments où on disait, où ces plateformes disaient que je n'effectuais pas du travail en tant que tel, du travail. Ce que j'effectuais, c'était des missions. Et donc, c'est tout ce langage qui est également à décortiquer, auquel on doit décortiquer petit à petit, auquel on doit s'affronter. Actualmente, se vende mucho el discurso del propio jefe, del emprendedor. Actuellement, bien évidemment, il y a une diffusion, une communication très importante du discours du chef d'entreprise et un discours des différents actionnaires. Es una idea de emprendimiento, de iniciativa privada, económica e individual, que la atan mucho a la libertad. Ce sont des initiatives de collectifs d'entreprises, en tout cas de collectifs financiers, qui s'attaquent au droit également de liberté, au droit de liberté individuelle. Nos venden flexibilidad, libertad, todo esto atado a un emprendimiento y a una figura individualista que es muy incompatible a la idea colectiva y a la idea de sindicalizarse. Ils nous vendent des mots et des visions de société telles que la flexibilité, tels que des mots de marché qui s'affrontent à l'intérêt collectif, qui s'affrontent à l'intérêt des individus de pouvoir se syndicaliser et qui s'affrontent justement à l'intérêt des travailleurs. Bien, y para ir terminando, simplemente destacar la importancia de localizar este neolenguaje, esta idea de libertad y flexibilidad donde nunca se nombran los derechos laborales, y también la importancia de que esto es un modelo económico y pone en peligro el estado de bienestar. Pour justement un peu conclure, je voudrais un peu mettre l'accent sur ce double langage qui est effectué, sur ce langage néolibéral qui envoie justement une partie importante et qui nous renvoie vers un système plus global. Y decías, perdón, al final, si puedes repetir el final. Sí, que creo que es importante entender que estamos hablando de un modelo económico y que el debate, por tanto, tiene que estar en la sociedad y tenemos que entender la importancia del estado de bienestar. Et par conséquent, le débat s'oriente plus vers le modèle économique et par conséquent s'oriente vers un système de société. Et par conséquent, le débat est à cet endroit, c'est quel modèle de société on souhaite pour l'avenir. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias. Una pena que no estás aquí, pero... La próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ouais. Oui, mais enfin, je crois que c'est vrai que c'est quelque chose d'important, ce que Nuria disait sur le fait que l'argument des plateformes et l'argument d'en face, c'est quelque chose qu'on a entendu là ces dernières semaines, c'est de dire, mais de toute façon, les jeunes, ils veulent plus du CDI. C'est quelque chose de... Les jeunes, ils veulent de l'indépendance. On va prendre des indépendants parce que c'est ce que me racontaient, moi, les lobbyistes d'Uber et de Deliveroo quand je les ai vus. Hein. C'est de dire, mais de toute façon, on a demandé à nos chauffeurs, on a demandé à nos coursiers, et puis ça leur va très bien, ce statut, ils veulent surtout pas être salariés, en fait.
Et parce que salarié, ce serait genre être esclave, alors que non, c'est eux ce qu'ils proposent, c'est le statut qu'ils proposent qui est le pire du salariat, les mauvais du côté du salariat, sans en donner les droits. Et je crois que justement c'est important donc d'avoir aussi en tête, comme le disait Nouria, cette guerre vis-à-vis des mots qu'ils emploient et remettre en question toujours les mots. Bon, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Merci aux intervenants et intervenantes. Bon retour. Et puis on sera là avec vous dans la suite des mobilisations. Vous pouvez compter sur nous, sur les insoumis, les insoumises, pour être à vos côtés. Et encore bravo pour votre engagement. Et vous prouvez bien que, malgré le fait qu'on n'ait pas accès aux syndicats, aux leviers traditionnels du mouvement ouvrier, il est possible, avec de la volonté, avec de la combativité, de créer des cadres collectifs et de créer un rapport de force qui pèse face aux plateformes, aux multinationales, aux hôtels, aux grands groupes et à tous ceux qui voudraient exploiter nos vies. Un grand merci, merci à vous tous et toutes, bonne fin d'amphi, bonne suite d'amphi. On a oublié de dire après il y aura une caisse de grève.